Voici votre survol rapide du chapitre 10 sur la gestion des problèmes de comportement et plus précisément selon le protocole médical 10. Face à un collègue qui a une réaction impulsive ou complètement inappropriée, ce protocole d'urgence, c'est vraiment votre guide pratique pour réagir de façon totalement sécuritaire. Alors premièrement, il faut absolument évaluer la sécurité des lieux. Écoutez, si vous faites face à un vrai risque de violence, la règle est super stricte. On ne joue pas les héros, on se retire tout de suite dans un endroit sûr, on avise les autorités de la place et on appelle le 911. Deuxièmement, si la scène est sécuritaire, là on passe à l'approche comportementale. L'idée c'est d'approcher la personne hyper calmement, sans la juger du tout, en gardant une bonne distance et surtout en vous assurant d'avoir une porte de sortie dégagée juste derrière vous. Et on ne la touche jamais, d'accord ? Finalement, on arrive à l'évaluation clinique. C'est là qu'on vérifie l'état de conscience et le fameux ABC. Donc les voies respiratoires, la respiration et la circulation. Et en attendant les secours spécialisés, on garde l'œil bien ouvert pour détecter tout signe de blessure, de pensée suicidaire ou de consommation de substances. En gros, face à une crise de comportement, la clé, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde avec une attitude calme et distante. Alors restez avec nous pour décortiquer toutes les subtilités de ce protocole dans notre épisode complet qui débute à l'instant. Bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur. Le document sur lequel on se penche aujourd'hui pose un cadre de réflexion assez inattendu. Ouais, on sort carrément des sentiers battus avec celui-là. Exactement. Il s'agit du manuel de secourisme en milieu de travail, publié par la CNEST, donc la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. C'est la 9e édition, celle de 2022. Un document très officiel, très structuré. Très structuré, oui. Et l'objectif de notre discussion, c'est d'explorer un aspect super spécifique de ce manuel. On va vraiment décortiquer le chapitre 10 et le protocole médical 10, qui porte sur ce que le texte appelle les problèmes de comportement. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que l'idée, c'est de comprendre comment on intervient face à une crise psychologique ou comportementale au bureau ou même à l'usine. Avec ce fameux équilibre ultra précaire entre une sécurité stricte et une approche humaine. Parce que tu sais, quand on entend le mot secourisme, l'image qui vient en tête tout de suite, c'est... C'est le saignement abondant, la chute de l'échelle, l'arrêt cardiaque. Voilà, on pense direct au bandage, au défibrillateur, aux trucs très physiques. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand l'urgence est totalement invisible à l'œil nu ? Exactement. Comment un secouriste gère une situation où la crise en fait se manifeste par une perte soudaine de contact avec la réalité ou par une agressivité qui semble juste sortir de nulle part. C'est vraiment ce paradoxe qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Et il y a une reconnaissance formelle dans ce manuel qui, honnêtement, change la donne. La détresse en milieu de travail, ça ne se limite plus aux blessures physiques. Historiquement, la formation des secouristes, elle était calibrée pour des dangers très très tangibles. Des trucs qu'on peut voir et toucher. Ouais. Et ce chapitre 10 introduit une dimension beaucoup plus complexe en redéfinissant l'urgence elle-même. On entre dans un domaine où les signaux d'alarme, ce n'est plus une détresse respiratoire évidente ou une fracture ouverte. Ce sont des modifications parfois super subtiles dans la façon dont un individu interagit avec son environnement immédiat. Tout à fait. D'ailleurs, le manuel propose une définition clinique très précise de ce qu'est un problème de comportement. Il décrit ça comme une réaction inappropriée ou exagérée à une situation qui nécessiterait normalement une simple capacité d'adaptation. Donc on ne parle pas du collègue qui a juste mal dormi et qui est de mauvaise humeur un lundi matin. Non, pas du tout. Le texte souligne que cette perte d'adaptation, elle touche absolument toutes les sphères. L'apparence physique de la personne, sa façon d'agir, sa structure de pensée, son rendement au travail et même toute sa vie sociale. C'est vraiment décrit comme un effondrement complet de la mécanique habituelle. La mécanique qui nous permet de fonctionner en société, en gros. C'est ça. Mais pour bien saisir pourquoi cette mécanique s'effondre, le document ne s'arrête pas aux symptômes. Il va creuser les causes profondes avec le modèle psychosocial. Oui, une grille de lecture en 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les facteurs biologiques. Et là, on parle de prédisposition familiale, à certains troubles, bien sûr, mais aussi des conséquences directes d'un traumatisme crânien, d'un problème neurologique ou d'un stress physiologique très prolongé. Et il y a aussi la consommation de substances, non ? Ah oui, la consommation et l'abus de drogue ou d'alcool, c'est un facteur biologique majeur. Dans tous ces cas, le corps, dans sa chimie ou sa neurologie pure, perd son point d'équilibre. Ce que j'ai trouvé super intéressant dans nos recherches, c'est la diversité de ce pilier biologique. On met sur le même plan une vulnérabilité génétique de longue date et, disons, une intoxication temporaire.
Parce que dans l'instant T de la crise, le résultat sur la chimie du cerveau est exactement le même. La machine déraille. Ouais. Mais ces facteurs biologiques seuls, ça n'explique pas toujours la crise, hein. Non, et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, le pilier psychologique. Ça englobe l'hérédité psychique, le tempérament de la personne, ses traits de caractère dominants. En fait, c'est la structure même de sa personnalité. Donc, le filtre cognitif à travers lequel elle perçoit le monde tous les jours, hein. Exactement. Si ce filtre est déjà fragilisé par une grande anxiété de base ou une petite tendance à la paranoïa, la capacité d'encaisser un choc externe est forcément réduite. Ce qui nous mène tout droit au troisième pilier, les facteurs sociaux. Ceux-là, ils agissent souvent comme l'étincelle près de la poudre. Le manuel dresse une liste assez sombre. L'isolement extrême, le risque d'itinérance, des problèmes financiers aigus ou des dynamiques familiales très complexes. Et un élément hyper pertinent pour notre sujet, c'est l'environnement de travail. Un milieu toxique ou avec une exigence de rendement démesurée. C'est l'accumulation de tout ça, biologique, psychologique et social, qui crée cette tempête parfaite. Et cette tempête aboutit à un phénomène que la CNSS te décrit super bien, la perte du jugement. Quand la crise éclate, la perception de la réalité se fragmente. La personne commence à interpréter des situations banales de façon irréfléchie, illogique et hautement impulsive. Le système de traitement de l'information du cerveau est, en quelque sorte, hors service. C'est exactement ça. Temporairement hors service. Ça donne vraiment le vertige de se dire une simple discussion près de la machine à café pourrait être perçue par une personne en crise comme une menace mortelle. Le document va jusqu'à mentionner que la réalité peut se distordre au point d'inclure des hallucinations. Visuelle auditive, oui. La personne voit ou entend des choses qui n'existent absolument pas dans l'espace physique partagé avec ses collègues. Et la conséquence directe de ça, c'est une méfiance absolue. Si ton propre cerveau te crie que tu es entouré de dangers, même si c'est une hallucination, l'instinct de survie prend le volant. Bien sûr. La réaction de survie s'enclenche et la personne va inévitablement refuser de collaborer avec un secouriste. Toute intention d'aider est immédiatement perçue comme une tentative d'agression. C'est une notion tellement essentielle à garder en tête pour n'importe qui devant intervenir. Et ça amène une question logique sur l'apparence concrète de ces crises. Comment ça se manifeste dans la réalité, disons, d'un entrepôt ou d'un bureau open space? Le manuel dresse un portrait clinique hyper large, avec des signes qui partent un peu dans toutes les directions. Ouais, on y trouve des troubles du sommeil majeurs, des dérèglements alimentaires comme la boulimie ou à l'inverse une perte totale d'appétit. Il y a aussi des manifestations physiques surprenantes, comme des nausées chroniques, un amaigrissement éclair, des pertes de mémoire ou un isolement social très soudain. Mais la grande difficulté, c'est que la majorité de ces signes sont super discrets. Dans le tumulte d'une grosse journée de travail, ça passe inaperçu. C'est clair. Un collègue qui mange moins ou qui a l'air un peu confus en réunion, on va juste se dire qu'il est fatigué ou stressé par un projet. Pourtant, ces symptômes très silencieux forment souvent la base d'une désorganisation beaucoup plus grave. C'est ce qui rend la détection si compliquée. Et le manuel montre qu'il y a une escalade possible vers des extrêmes émotionnels. On passe d'une tristesse abyssale à une euphorie totalement déconnectée de la réalité, ou d'une anxiété paralysante à une désorganisation verbale totale. Et tout au bout de ce spectre, il y a ce qu'on redoute le plus, l'agressivité, la colère explosive et potentiellement la violence physique. Mais la violence n'est finalement que l'expression visible d'une rupture d'adaptation qui couve depuis longtemps. Exactement. L'enseignement clé ici, c'est que la crise comportementale, c'est rarement une explosion soudaine. Ça s'installe de façon pernicieuse. Une baisse de motivation, une incapacité à faire des tâches de routine, un repli sur soi. Bon, une fois que ces signes précurseurs ou la crise sont identifiés, l'intervention est inévitable. Et c'est là qu'entre en scène le fameux protocole 10. J'ai été frappé par la structure de ce protocole, qui est étonnamment terre à terre. Avec une règle d'or qui prime sur absolument tout le reste. La priorité à la sécurité du secouriste. Avant même de chercher à rassurer ou à évaluer la personne en détresse, l'intervenant doit évaluer son propre niveau de risque. Le manuel pose des questions très directes. Y a-t-il une menace de violence imminente? Une possibilité d'agression? La présence d'une arme? Et la directive face au danger, elle ne laisse aucune place à l'interprétation ou au doute. Le protocole divise l'intervention en deux scénarios très distincts. Le premier, c'est quand la menace est réelle et dangereuse. Et là, la marche à suivre est presque martiale. C'est le mot. Le secouriste doit se retirer immédiatement dans un lieu sécuritaire. Il a la responsabilité d'aviser l'entourage pour que d'autres employés n'aillent pas bêtement vers le danger. Ensuite, on appelle les urgences, le 911. En décrivant la menace avec précision, puis on alerte les autorités de l'entreprise. Il y a une philosophie très claire derrière ça,
c'est le rejet total de l'héroïsme improvisé. Aucun héroïsme, non. Parce que si un secouriste essaye d'intervenir physiquement et se fait blesser ou pire, prendre en otage, l'urgence médicale devient une scène de crime avec plusieurs victimes. Ça retarde les soins pour tout le monde et ça met toute l'organisation en péril. C'est le principe de base de la gestion de scène en premier soin, mais appliqué à la santé mentale. Maintenant, le deuxième scénario, c'est quand la situation semble sécuritaire après cette évaluation rapide. Pas d'armes, pas de menace physique immédiate. C'est là que le secouriste doit appliquer des consignes comportementales très pointues. Des consignes qui demandent un contrôle de soi énorme. Il faut adopter une attitude calme, bienveillante et surtout exempte de tout jugement moral. Rester neutre face à quelqu'un qui hurle des trucs incohérents, c'est un effort colossal. Et le protocole va plus loin en introduisant des vraies notions de psychologie de l'espace. Le secouriste doit approcher lentement et garder une distance sécuritaire constante. La gestion de l'espace physique, c'est la technique de désescalade primordiale. Le manuel insiste lourdement là-dessus. Il faut toujours garder une porte de sortie dégagée entre soi et la personne. Ah oui, l'échappatoire. Si l'individu, qui est en pleine paranoïa, se sent acculé dans un coin, son cerveau reptilien interprète ça comme un piège mortel. Et ça déclenche instantanément la réaction de combat. Contrôler l'espace, c'est faire baisser la pression psychologique. Et il y a cette directive qui, pour moi, va à l'encontre de tous nos réflexes humains de base. Le texte précise avec une grande insistance qu'il ne faut en aucun cas toucher la personne. Ouais, l'interdiction de contact. Culturellement, quand on voit quelqu'un trembler de panique ou pleurer, l'instinct c'est de poser une main sur l'épaule ou de prendre le bras pour rassurer. Mais là, c'est proscrit de manière absolue. Ça prend tout son sens quand on s'appelle des hallucinations et la perte de jugement. Pour un système nerveux en état d'alerte maximale, qui traite mal la réalité, un contact inattendu, ce n'est pas du tout du réconfort. C'est perçu comme une agression. Exactement. C'est une contrainte intolérable. Poser la main sur quelqu'un de déconnecté, ça peut être le déclencheur direct d'une riposte ultra-agressive. Donc, ne pas toucher, c'est une mesure de protection vitale, pour les deux. C'est fascinant de voir comment on doit consciemment réprimer notre empathie physique pour être un bon secouriste dans ces cas-là. Par contre, le manuel rappelle bien que ça reste une intervention médicale. Au milieu de toute cette gestion psychologique, il faut quand même faire l'évaluation de base, le fameux ABC. Les principes fondamentaux sont toujours là. L'évaluation ABC, donc airway, breathing, circulation, les voies respiratoires, la respiration et la circulation. Ça reste le socle. Même face à un épisode psychotique, il faut évaluer l'état de conscience et les fonctions vitales. Souvent juste par observation visuelle, du coup, vu qu'on garde nos distances. Voilà, on observe la respiration, la couleur de la peau, tout ça. Mais ça amène une question que beaucoup pourraient se poser. Pourquoi on s'obstine à évaluer la circulation sanguine chez quelqu'un qui semble faire une crise purement comportementale ? Parce que beaucoup de problèmes médicaux très sévères se déguisent en problèmes de comportement. Une grande confusion ou de l'agressivité soudaine, ça peut être une hypoxie, un manque d'oxygène au cerveau. Ah oui, c'est vrai. Ça peut aussi être une urgence diabétique majeure, comme une hypoglycémie sévère ou une intoxication chimique. Faire l'évaluation médicale, ça garantit qu'on ne traite pas une urgence vitale comme un simple caprice psychologique. Le secouriste est donc un filtre diagnostique rudimentaire, mais indispensable. Et le manuel précise que certains éléments changent instantanément la priorité. Si la personne a des blessures auto-infligées qui saignent beaucoup, ou si elle exprime des idées suicidaires claires. Ou si elle fait des menaces ciblées envers des collègues. S'il y a des drogues sur place aussi. Là, le volet médical pur ou l'intervention policière reprend immédiatement le dessus sur l'écoute active. Ça demande une agilité mentale incroyable de la part du secouriste. Il jongle entre le langage corporel, la sécurité, les premiers soins. C'est pour ça que la responsabilité de l'employeur ne peut pas juste se limiter à former ces gens-là pour éteindre les incendies une fois qu'ils ont éclaté. Ce qui nous amène à toute la partie prévention du document. Intervenir avec le protocole 10, c'est crucial, mais l'objectif d'une entreprise, c'est de ne jamais en arriver là. Le manuel fait le pont avec la LSST, la loi sur la santé et la sécurité du travail. Et l'esprit de cette loi, c'est l'élimination des dangers à la source. Exactement. Pendant très longtemps, cette loi s'appliquait de façon très littérale, surtout dans l'industrie. Pas de garde sur une machine, on corrige. Des vapeurs toxiques, on ventile. Mais aujourd'hui, la loi exige cette même rigueur pour les risques psychosociaux.
Un management toxique, un harcèlement toléré ou une charge de travail chronique, c'est désormais vu sous le même angle légal qu'un échafaudage qui menace de s'effondrer. C'est puissant comme image. Le manuel détaille ce qu'est une culture d'entreprise saine qui agit comme un bouclier. Impliquer les employés, avoir une gestion transparente, des attentes réalistes et valoriser le travail. Et ces éléments sont la réponse directe aux facteurs sociaux du modèle biopsychosocial dont on parlait au début. Un milieu de travail qui reconnaît la valeur de ses employés, ça amortit les chocs. Si une personne traverse un deuil ou une dépression biologique, un environnement professionnel stable peut éviter que le stress du travail ne soit la goutte d'eau fatale. Mais bon, on sait qu'il y a des cas où même la meilleure culture d'entreprise ne suffit pas. C'est pour ça que le manuel insiste sur les outils institutionnels, particulièrement le PAE, le programme d'aide aux employés. C'est un vrai filet de sécurité. Le PAE est névralgique parce qu'il décharge les secouristes d'un fardeau qui n'est pas le leur. Un employé formé en secourisme, il n'est pas thérapeute. Le PAE offre cette ressource externe et confidentielle, et ça montre que l'employeur assume ses obligations légales de prévention. En rassemblant toutes ces pièces, le tableau de la CNSST est vraiment saisissant. Gérer un problème de comportement, c'est naviguer sur une frontière hyper mince entre l'urgence médicale stricte et le soutien humain. Le fil conducteur, c'est toujours l'évaluation du risque. Que ce soit fuir un danger armé, garder une distance pour calmer la paranoïa, ou s'interdire de toucher, c'est la sécurité qui dicte les limites. Et l'intervention est vraiment pensée pour stabiliser la crise dans l'instant T. Le protocole 10 avec l'ABC, ça crée un cadre rigide mais vital quand c'est le cas. Ça permet d'aider sans s'exposer tout en gardant en tête qu'un symptôme-ci peut cacher une urgence vitale. Tout à fait. Mais avant de conclure, il y a un passage à la toute fin de ce chapitre qui m'a interpellée et qui mérite qu'on s'y attarde. Le texte glisse une note disant qu'une fois la crise passée, et seulement si le secouriste s'en sent capable, il peut tenter une approche préventive avec la personne, discuter de solutions et même aviser l'employeur des risques de récidive pour adapter le milieu. C'est une recommandation qui soulève des questions vraiment profondes sur les rôles en entreprise. Un secouriste, à la base, reçoit une formation technique courte pour l'aigu. Là, cette note lui ouvre la porte pour devenir une sorte de conseiller post-crise ou de lanceur d'alerte pour protéger le climat de travail. Et le flou autour de cette transition est fascinant. Dès que l'urgence est stabilisée, le rôle formel du secouriste s'estompe. On peut vraiment se demander où est la limite exacte entre, disons, l'humain compatissant qui veut aider un collègue sur le long terme et l'employé dont le mandat de secourisme est officiellement terminé. C'est une vraie zone grise. C'est une réflexion assez vertigineuse sur les frontières poreuses de nos obligations professionnelles et de notre instinct d'entraide, en fait. Savoir où tracer la ligne pour quiconque nous écoute et qui pourrait se retrouver dans cette situation, ça donne assurément matière à réflexion sur la dynamique très complexe de nos environnements de travail. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. À bientôt. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.